Bonjour et bienvenue dans Vivre après, le podcast qui vous accompagne pour faire face aux ruptures de vie. Un programme soutenu par l'OCIRP et le groupe IMA. Je m'appelle Sarah Dumont, je suis journaliste et accompagnée d'experts, nous allons parler sans tabou du deuil, d'accidents, de longues maladies et de leur impact sur nos vies personnelles et professionnelles. Bonjour Catherine Tourette-Turgis. Bonjour. Je vais commencer par vous présenter. Vous êtes professeure en sciences de l'éducation. Vous êtes aussi chercheur au Conservatoire des Arts et Métiers dans une unité de recherche qui s'intéresse à l'apprentissage professionnel des adultes. Et il y a 13 ans, vous avez une idée très innovante qui était de créer une université pour diplômer les malades et valider leur expérience de la maladie. Alors cette idée, elle a vu le jour en 2009, soit 12 ans après, sous le nom de l'Université de patients experts. Et si je ne me trompe pas, c'est une première mondiale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de ce projet ? La genèse de ce projet, je pense qu'elle a à voir avec mon implication et mes engagements dans la lutte contre le sida dans les années 80. Donc cette idée d'université des patients, elle m'est venue finalement assez naturellement. Surtout d'ailleurs dans les années 96-97, quand il y a eu l'arrivée des trithérapies, je me suis aperçue que d'abord c'est les patients qui n'avaient pas prévu de vivre ont été obligés d'apprendre à vivre. Il n'y avait rien de prévu pour eux. Et j'ai eu comme un sentiment, partagé d'ailleurs collectif, quel gâchis, rien n'a été prévu pour eux. Or, ce sont ces mêmes malades qui avaient construit la lutte contre le sida, qui avaient construit des dispositifs de prévention, qui faisaient du conseil auprès des différents gouvernements. Et donc, j'ai vu là un gisement de compétences et de ressources. Et étant de culture française, je me suis dit, mais voilà, il faut transformer ça en expertise. Donc j'ai pris la plus grande université médicale de France, à l'époque c'était Pierre et Marie Curie, et j'ai donc inclus des patients dans les diplômes que je dirigeais pour qu'ils puissent transformer leur expérience en expertise. Mais j'avais bien compris qu'en France il fallait des diplômes parce qu'on est un pays où l'expertise ne passe que par la validation et des circuits de diplomation. Et vous avez eu du mal à convaincre ? Pour vous dire la vérité, j'ai pas cherché à convaincre, j'ai transgressé un peu et puis après j'ai fait valider. C'est-à-dire que vous faisiez rentrer les malades dans les cours de façon discrète pour finalement prouver que c'était important. Comment vous y êtes prise ? Faire entrer les malades dans les cours, d'abord, il n'y avait rien d'opposable. Je connais parfaitement, moi, le droit. Je suis une ancienne militante, activiste dans plusieurs causes. Pour moi, le droit, c'est essentiel. Donc, dans la loi, il n'y avait rien d'opposable. Si un directeur d'un diplôme dit, moi, je vais intégrer des patients, il suffit qu'il mette dans la fiche de diplôme qu'il va intégrer des patients. Donc, j'avais mis tout ça en place. Mais c'est évident que j'allais pas déposer un projet, surtout en 2009, en disant on va diplômer des malades. Je pense que les institutions auraient pensé que c'était moi qui étais malade. Donc je l'ai fait, c'était pas opposable, je l'ai organisé, et maintenant ce sont les mêmes institutions qui défendent ce projet, qui en sont fières, qui en sont heureuses. C'est important aussi pour une institution d'être dans l'innovation. Et je pense que dans les grandes innovations, vous demandez pas l'autorisation. Vous innovez, vous protégez, vous faites pas n'importe quoi, vous cadrez, et puis après, vous accueillez les gens qui vous soutiennent. Quel est le rôle d'un patient expert ? Alors, le rôle d'un patient expert, d'abord, c'est des missions. En plus, maintenant, on parle plus de patient expert, on parle de patient partenaire, patient engagé, patient enseignant. Donc, on voit bien que c'est toute une réflexion, mais cette fois-ci globale, qui ne m'appartient plus, qui est la réflexion d'ailleurs de la Haute Autorité de Santé, qui est très clairement écrite dans la loi de modernisation de la santé en 2016, qui est mon plan santé 2022. Donc, moi, j'ai juste avancé une petite chose là, parce que c'était ma responsabilité d'académique. Mais maintenant, c'est absolument impossible d'être contre le fait qu'il faut intégrer des patients si on veut améliorer le système de santé. Il y a combien en France de patients experts aujourd'hui ? C'est très difficile de connaître le chiffre, je ne sais même pas si on le connaît. Moi, ce que je peux dire, c'est que nous, on a diplômé, on ne compte pas en chiffres parce que c'est tellement un beau projet qu'on ne voit pas des chiffres en face de nous, mais des personnes. Moi, je dirais on a diplômé plus de 200 personnes. Et parmi ces 200 personnes, on a un pourcentage de personnes qui ont vraiment transformer leur expérience en expertise et qui ont choisi des carrières dans le monde de la santé. On a des patients qui ont choisi de continuer la lutte dans leurs associations et d'occuper des places où ils étaient respectés et surtout outillés. Et puis, on a des patients qui pratiquent l'éducation thérapeutique. Qu'est-ce que c'est que l'éducation thérapeutique ? L'éducation thérapeutique, maintenant, ça devient une chose extrêmement classique. C'est finalement déléguer aux patients
des compétences qui peut-être jusque-là étaient réservées aux soignants. Donc ce qu'on appelle les compétences d'auto-soin et puis les compétences psychosociales de communication. Dans la mesure où dans les maladies chroniques, la plupart des soins sont des auto-soins, donc le patient d'une certaine manière est un auto-soignant. Il doit repérer des choses sur son corps, prendre ses traitements, gérer des effets secondaires, etc. Donc l'éducation thérapeutique, c'est lui donner les moyens des apprentissages de base pour gérer un certain nombre de choses. C'est reconnaître les patients comme auto-soignants. Quel est le profil des patients experts qui s'inscrivent dans vos cursus ? Alors, c'est très intéressant parce qu'on passe beaucoup de temps dans les entretiens de pré-recrutement. Donc, il y a une part des patients qui vient parce que être chez soi, sans avenir professionnel, ou être chez soi considéré finalement comme étant assez disqualifié socialement. Donc moi je dirais qu'il y a une demande de récupérer son estime de soi, récupérer son pouvoir d'agir, récupérer son sentiment d'être utile, se reconstruire, enfin une part extrêmement importante où il y a peut-être venir un peu pour soi. Il y a une autre part où finalement ce sont des personnes qui sont acteurs dans les associations, donc venir ici c'est légitimer une expérience, une expertise qu'ils ont déjà. Et puis il y a une part de plus en plus importante qui est de venir faire une bifurcation dans leur trajectoire sociale, notamment dans le cancer. C'est comme s'ils avaient eu une profession, le cancer a tout fait exploser, et ils reviennent en disant je vais faire autre chose, et puis ça m'intéresse quand même de m'engager, et j'ai vu ce diplôme là de accompagnement, parcours patient, etc. J'ai envie de me professionnaliser. Donc vous voyez, c'est une deuxième vie, et c'est passionnant parce que les trois profils sont ensemble et ils échangent ensemble, et je trouve que c'est hyper démocratique. On peut venir pour plein de raisons, et l'université des patients, c'est pas un centre d'enfermement pour se professionnaliser, c'est beaucoup plus riche. On vient aussi parce qu'on veut pas être seul, on vient aussi parce que c'est une émotion porteuse, c'est de l'empowerment, de dire oh là là, moi j'ai un cancer, mais là il y en a 18. Ah, ils ont un cancer. C'est à peu près le même que le mien, mais c'est pas du tout la même expérience, c'est pas le même vécu. Oh là là, mais ça m'intéresse. Vous voyez, cette espèce d'ouverture, en fait. Toutes les pathologies sont représentées ? Je crois qu'on est à l'heure actuelle à plus de 19 pathologies représentées. Et il y a un diplôme dédié aux personnes atteintes de cancer, si je me trompe pas ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire éducation thérapeutique, c'est toute pathologie confondue. Démocratie en santé, c'est toute pathologie confondue. Et on a un diplôme spécifique au cancer. Et c'est pas trop compliqué pour eux de combiner les traitements de la maladie et cette formation ? Alors, ça, c'est une question intéressante parce que finalement, l'université des patients, et d'ailleurs comme toute université, a dû s'adapter. Bien évidemment qu'il y a des absences parce qu'on a une rechute, qu'il y a des absences parce qu'on est malade. Alors bon, c'est vrai que là, avec le Covid, ça a fini de finaliser cette affaire, mais donc il y a des enseignements à distance, du tutoring, enfin, oui, bien sûr, il faut aussi que la pédagogie et surtout le suivi d'étudiants soient adaptés au fait que nous avons des malades. Donc, quand on a des malades chroniques, il y a des crises aiguës. Et donc, il y a des absences, il y a des choses à gérer. Et nous le faisons et nous apprenons aussi beaucoup de ces choses-là. Quand il y a un étudiant qui est absent, systématiquement, ses collègues l'appellent, prennent de ses nouvelles, il faut garder le lien. Il y a un enseignant ou un tuteur qui dit moi, je vais m'occuper, il faut qu'il ait les cours. Oui, bien sûr, oui. Nous travaillons avec des personnes en situation difficile au niveau médical. Donc, nous accompagnons ça aussi. Combien de temps dure la formation ? Les formations durent une année entière, mais on s'aperçoit qu'on a des personnes qui désirent faire une année dans un diplôme et suivre dans un autre. On a des personnes qui, après, désirent passer en licence ou en master, et on a des personnes qui veulent aller en doctorat. Et on a des personnes qui font tout le parcours avec nous, donc on a aussi ce qu'on appelle des expérimentés, des vétérans, des anciens de l'Université des patients qui continuent. Et donc, nous encadrons évidemment et nous leur trouvons des équipes pour poursuivre un doctorat. Alors, pour bien comprendre, quand vous parlez des patients partenaires, donc ils ont été intégrés dans les hôpitaux, qu'est-ce qu'ils font de leur journée ? C'est-à-dire, quel est leur rôle au quotidien ? Alors, quand on dit patient partenaire, il ne faut pas oublier que c'est une approche collaborative et que les services de soins ne sont pas du tout formés et sensibilisés à l'approche collaborative. C'est-à-dire qu'on ne peut pas implanter ou intégrer un patient partenaire dans un service de soins si l'équipe n'a pas été formée à qu'est-ce que c'est qu'une approche collaborative. C'est-à-dire, en fait, c'est les équipes qui ne savent pas travailler avec les patients. C'est pas forcément les patients qui ne savent pas travailler avec les soignants. Maintenant, soyons justes.
Il faut former des deux côtés, parce que comme vous le savez, l'université des patients, nous aimons les patients, nous aimons les soignants, et il n'y a pas, pour nous, de guerre. Ça, c'est pas possible. C'est pas l'un contre l'autre. C'est ensemble. C'est construire ensemble le modèle de demain. Ensemble. Voilà. Moi, j'ai des diplômes à l'intention de soignants, etc. Donc, on a un respect total. Donc, l'idée, c'est beaucoup plus simple, c'est de sensibiliser les services de soins, les former en amont, avant d'intégrer des patients. C'est aussi, avec les patients et des soignants, créer des fiches de poste, c'est-à-dire fiches de patients partenaires dans un système de santé. Le patient partenaire sera chargé de, accueillir. Il sera avec l'infirmière qui s'occupe de la gestion des effets secondaires à téléphone. Il travaillera avec elle, ils appelleront ensemble les patients. Il sera chargé éventuellement de regarder la salle d'attente. Il recevra d'autres patients à la demande de l'équipe soignante. Il recevra aussi des soignants qui ne savent plus comment s'y prendre et qui sont en crise avec des patients. Les soignants viendront vers le patient partenaire, exposeront leur situation et il travaillera avec eux et pour eux. Enfin, je veux dire, c'est une invention qui est merveilleuse parce que on voit dans les études d'efficacité, d'intégration des patients dans les services de soins dans d'autres pays, que ça réduit aussi le burn-out des soignants, que ça fait baisser aussi la dépression dans une équipe, que ça leur fait du bien, etc. Je veux dire, c'est gagnant-gagnant, sinon ça passera pas. Et y a-t-il des études qui ont été menées sur l'impact auprès des patients ? Alors, l'impact auprès des patients, à la limite, celui-là, il a été regardé, mais depuis très, très longtemps. En fait, l'impact auprès des patients, c'est quand on a eu les premiers groupes de parole dans les années 50, 60, 70, etc. On s'est aperçu que quand un patient peut échanger avec un autre patient, il va mieux. Parce que il peut utiliser avec ses propres mots sa propre expérience et il sent que d'emblée son expérience est reconnue par quelqu'un qui a vécu la même. Donc ça, on a plein d'études, ça on le sait. Ce qu'on ne savait pas, et ce qu'il va falloir aussi peut-être démontrer en France, c'est l'impact sur les soignants et sur le système de santé, bien entendu. Est-ce que vous pouvez nous raconter 2 histoires de patients experts en poste dont vous êtes fiers, qui montrent vraiment en quoi ça peut aider et faire évoluer finalement une structure de soins ? Moi, je ne suis fière de rien. La seule fierté, c'est la leur. Alors, essayez de trouver lesquels sont les plus fiers d'eux-mêmes. Je crois que Sabine est fière d'avoir été intégrée comme salariée dans une équipe. Elle est dans quel type de structure ? Un institut du sein, à Bordeaux. Et pourquoi elle a été embauchée à quel poste ? Elle a été embauchée dans un poste de patient partenaire. Mais il y a aussi à l'Institut Curie un poste qui a été créé. Il y en a un autre Montpellier-Toulouse. Il y en a d'autres en Constitution. Donc ce sont des patients qui ont désiré transformer donc leur expertise et puis apporter une contribution de santé. Et donc oui, je sais qu'ils sont fiers, mais je voudrais pas qu'on soit. Il y a aussi d'autres qui sont fiers. Ils sont fiers parce que leur papa à l'école maintenant, ils peuvent dire. Eh ben moi à l'école, j'ai dit que mon papa, maintenant il est à l'université parce que avant on disait que mon papa il restait à la maison et il faisait rien. La fierté, c'est aussi cette famille lors d'une distribution officielle des prix, du diplôme, etc., qui est venue nous voir très émue. Merci pour ce que vous nous avez fait pour notre fille. D'abord parce que c'était devenu difficile pour nous. Vous nous avez allégé parce qu'elle était vraiment dans une grande anxiété par rapport à ses études qu'elle a ratées à cause de sa maladie et non pas à cause d'elle-même. Donc merci. D'autres, merci, je ne suis plus seule. Vous voyez, s'il y avait une fierté, ça serait aussi une fierté d'avoir restitué des personnes dans leur droit à être reconnues dans tous les accomplissements de leur vie, d'être humains, vulnérables, etc. Paradoxalement, je suis académique, mais je dis que c'est pas forcément parce qu'ils sont professionnalisés que j'en suis fière. Il faut aussi être fier des personnes qui ont pu justement être fières d'elles-mêmes parce que, comme elles disent, l'université des patients, on se rétablit. Oui, il y a d'ailleurs quand même toute cette idée d'inclusion, en fait, que les malades sont souvent aussi écartés, discriminés de la société. C'est ça que vous voulez dire ? C'est exactement ça. C'est-à-dire le regard social disqualifiant par rapport à des personnes qui ont l'air de rien faire alors qu'elles font un travail quotidien de se maintenir en santé.
pour moi, ça, c'est une grosse bataille. Alors, c'est vrai que moi, en plus, je viens quand même du féminisme générique des années 70, donc je sais ce que c'est que se battre pour faire reconnaître simplement une existence qui a de la valeur. Donc, il y a de ces choses-là, bien sûr. Oui, j'y suis sensible. Et les malades chroniques sont systématiquement disqualifiés. Oui, sachant qu'en France, on compte 17 millions de malades chroniques. Alors, 17 millions, encore un chiffre, là, ça fait beaucoup, donc il faut se bouger. Je suis d'accord. Allez, hop, on prend tous un petit bout de l'affaire et on s'y met. Donc moi, toujours, même discours. Moi, je suis à l'université, je fais ce qu'une institution peut faire, c'est-à-dire offrir des services. C'est-à-dire que les universités n'avaient pas pensé à offrir des services à l'intention de publics en situation de vulnérabilité à cause de leur santé. Et surtout des maladies chroniques. C'est-à-dire, les universités sont pas préparées aux maladies chroniques. Donc l'étudiant, si vous voulez, soit ça passe, soit ça casse. C'est-à-dire, soit ça passe, soit ça casse, je comprends pas. Si vous voulez, les malades chroniques dans les universités, parce que j'ai un peu regardé le dossier, s'ils ont été absents trop longtemps, parce qu'ils avaient une greffe à faire, etc., eh bien, bonjour pour le réaccompagnement et la reprise d'études. C'est-à-dire, il n'y a rien de prévu. Il n'y a rien de prévu. Il n'y a rien de prévu. Ce sont des jobs rémunérés ? Alors, à l'heure actuelle, il y a effectivement ce que vous appelez des jobs rémunérés. Ça s'appelle donc des embauches. Oui. Donc, et ça s'appelle des salariés. Ça s'appelle des CDD. Effectivement, ça existe. Il y a même une expérience qui va se lancer dans l'ARS Aquitaine. Donc, il va avoir une expérimentation de 8 patients partenaires, intégrés, embauchés, salariés. Mais tous ne le sont pas. Donc, pour certains, c'est du bénévolat. Mais ceux qui sont dans les structures de soins, ils sont pas rémunérés pour jouer leur rôle de patient partenaire ? En fait, il faut expliquer qu'on est à un moment de l'histoire du soin où nous avons toutes les figures existantes. Parce qu'il faut aussi travailler avec les associations de patients, il faut travailler aussi avec les patients. Un patient, il peut avoir peur d'être rémunéré si jamais il perd une allocation adulte handicapé qui est difficile à récupérer. Donc ça veut dire qu'il faut mettre du juridique, il faut réfléchir, il faut pas envoyer comme ça les patients avec un risque. Peut-être faut réfléchir. J'avais émis comme ça une idée, mais c'est pas à moi de faire ça, de revenu thérapeutique universel, vous voyez, c'est-à-dire où finalement un patient il recevrait une dotation qui le protège, il travaillerait, et puis parce que ce sont des malades chroniques, faut pas l'oublier. Donc ils sont exposés de toute façon à ce qu'on appelle les complications de la maladie, voire les avancées de la maladie, voire il faut dire, appeler un chat, la détérioration de leur santé. Donc, il faut trouver un statut de portabilité du travail qui fait qu'ils peuvent travailler, mais qu'en même temps, ils gardent une protection. Enfin, on va pas faire exploser des malades en vol. Enfin, c'est complètement fou. Donc, il faut penser effectivement une espèce de statut, de dispositif. Et je pense que la France est assez géniale quand elle veut inventer. Ben voilà, elle va le faire si elle doit le faire. Et dans vos formations, il y a aussi des soignants qui sont intégrés. Dans les formations, par exemple, en éducation thérapeutique, c'est 50-50 maintenant. Dans les formations, le DU savoir s'outiller pour construire l'expertise en santé, ce qu'on appelle la démocratie en santé. Il y a de plus en plus de personnes qui ne sont pas forcément d'ailleurs des soignants, qui sont des responsables de la cité, des citoyens qui ont envie de faire avancer la démocratie en santé. Donc ça veut dire des non-malades et des personnes malades. Et dans le cancer, par contre, on a essentiellement des patients, très peu de soignants, donc il faut qu'on regarde la communication à ce sujet. Et le futur diplôme, là, ça sera manager de système de santé, par exemple, je sais pas moi, des responsables des ressources humaines dans les hôpitaux, des directeurs d'hôpitaux et des patients pour savoir comment mettre en place une véritable approche collaborative. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont patients partenaires ? Alors, les enfants, vous touchez à un point sensible, puisque moi j'ai démarré d'abord dans la petite enfance. Donc, nous avons effectivement une demande de l'Université des patients enfants et nous travaillons avec des acteurs, d'ailleurs des acteurs de la PHP sur cette question. Dans votre parcours, vous avez été confronté vous-même à la maladie et à une discrimination pour avoir envie de porter ce combat, parce que c'était quand même pas simple. Quand on arrive en fin d'histoire comme la mienne, on refait le point un peu, on dit comment ça se fait que j'ai fait ça, que ci, que ça. Moi, j'ai pas été confrontée personnellement à la maladie jusqu'à ce jour, parce que ça, voilà, c'est toujours une éventualité. Mais j'étais confrontée à on pourrait dire de manière élégante, à un démarrage extrêmement difficile dans la vie.
avec une situation difficile à gérer. Bon, alors est-ce que c'est là que j'ai été... Oui, je pense que j'ai été sensibilisée au fait que on nous traitait pas comme des sujets de droit, oui, effectivement. Après, j'ai été sensibilisée par, évidemment, mon féminisme générique à l'adolescence, très très vite. Après, par des inscriptions identitaires complexes. Après, je me suis engagée dans la lutte contre le sida, où là, cette fois-ci, j'ai tout compris. Cette fois-ci, j'ai dit cette fois-ci, je ne bouge plus. J'y vais direct, franc devant, et ça sera ma vie, de m'occuper de ces questions. Où là, il y a beaucoup de choses à faire. Discrimination, ça suffit. Stigmatisation, ça suffit. Empowerment, c'est super. Faire que les gens qui ont été touchés par quelque chose ne soient pas considérés comme le problème, mais soient considérés comme les gens qui font partie de la solution. Allez hop, devant. Et puis voilà, ça fait 50 ans que ça dure. Et vous en êtes où par rapport à votre vision du système de soins en France ? Est-ce qu'il y a des améliorations ? Ben oui, moi je fais pas partie des gens qui critiquent. Je fais partie des gens qui proposent. Et donc, peut-être que c'est ce regard-là qu'on me reproche, parce que je suis aussi rogerienne. Moi, je crois profondément en l'humain, en la personne, etc. Donc, je suis peut-être un peu naïf, mais moi, je trouve que ça avance, oui, et que ça avance très, très vite. Et d'ailleurs, c'est souvent ça en France. On traîne parce que dans le féminisme, on avait des choses à faire passer, etc. On traîne pendant je sais pas combien d'années, on traîne des savates, on dit les anglo-saxons, ils font ça, tout le monde fait ça. Et puis tout d'un coup, quand on s'y met, paf, ça va vite. Et je crois beaucoup à ces mouvements-là. Je pense il y a beaucoup de choses enfin, entre 2010, Université des patients, et 2020, on a 10 ans, je vois bien que je sais pas, des patients embauchés, des patients salariés, de nouveaux diplômes, etc., des soignants, des services de santé, des ARS qui viennent nous voir en disant « mais ça nous intéresse, on va faire ensemble ». Oui, je trouve que ça avance. Mais là encore, je suis optimiste, mais pour être pédagogue, faut être optimiste. Si on est pessimiste quand on est pédagogue, faut faire un autre métier. C'est-à-dire, moi, je fais toujours des paris sur l'avenir. Et puis, je vous dis, pas de critique, mais des propositions, pas de plaintes, je transforme mes plaintes en objectifs. Une belle philosophie de vie. Est-ce que le concept de patient partenaire existe à l'étranger ? Patient partenaire, oui, puisque ça existe à Montréal. Il y a un gros groupe de patients partenaires. Patient expert, c'était en 1979. Kate Lorig à l'université de Stanford, mais elle ne les diplômait pas. Elle n'avait pas eu justement cette autorisation et elle ne pouvait pas la prendre. Donc des patients partenaires experts, c'est dans le monde entier, l'Australie, partout. Par contre, des universités engagées dans la diplomation, avec en plus des offres de diplôme comme on fait ici, je crois qu'on peut remercier Sorbonne Université. Alors là, cette fois-ci, je suis fière d'eux. Parce que ça, je ne connais pas. Oui, c'est ça, ils sont pas, à l'étranger, ils ne sont pas diplômés. Ils ne sont pas diplômés. Je ne connais pas une université qui dit, on diplôme, on fait des entretiens, on prend en charge, on finance, c'est gratuit pour les étudiants. Et ça fait déjà 200. On fait 3 diplômes et maintenant en 4e parce qu'ils se sont engagés. Même s'il y a en France des petites choses qui existent, etc., mais un engagement de cette taille-là, vous voyez, regardez les bureaux où on est. Enfin, un espace dédié, une équipe dédiée, des postes. Ah non, moi, j'ai jamais vu ça ailleurs. Oui, donc c'est bien le seul pays où on a des patients experts diplômés. C'est le seul pays où une université diplôme à ce point, même s'il y a dans d'autres pays des instituts facultaires et qu'ils sont en train de le faire. Pour finir, est-ce qu'il y a une phrase ou une citation que vous aimez particulièrement et que vous avez envie de partager avec nos auditeurs ? Non, j'aimerais mieux partager un peu de silence en hommage à tous les malades qui sont morts du sida et qui m'ont dit « ne nous laisse pas tomber quand on sera mort ». Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à consulter plus d'informations sur vivreaprès.fr, le site qui aide à faire face aux ruptures de vie.